Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir j'ai le grand plaisir de recevoir Bastien Stizy. Bonsoir Bastien. Eh bien, bonsoir. Merci de me recevoir. Ben oui, je vous reçois pour ce fabuleux livre qui s'appelle Fumeur de cierge, qui est sorti le 16 octobre dernier aux éditions Multiculti. Et c'est pour ça que nous avons la présence de Marc Shepson. Bonsoir Marc, Bonsoir, ravi de vous revoir. qui fait partie des éditions Multiculti. Alors Bastien, si vous le voulez bien, on va commencer par parler de votre maison d'édition, cette belle maison Avec joie, d'édition. bien sûr. Et c'est Marc qui va s'en charger, il le fera beaucoup mieux que moi. Alors déjà, pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble, on a fait quasiment tous vos auteurs dans nos rencontres. Donc vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et vous verrez toutes les rencontres avec tous les fabuleux auteurs qui ont sorti des bouquins chez Multiculti. Là, voilà l'œuvre intégrale de la maison d'édition. Alors Marc, je vais te laisser Bravo, Marc. vrai. Merci. Bah écoutez, c'est une très très belle aventure. Cette maison d'édition, elle est toute jeune. Elle fête ses 1 an en fait tout juste. Les premiers livres qu'on a publiés, c'était en octobre et novembre de l'année dernière. Et c'est vrai que ça répondait à un vrai besoin en fait, qui était de faire un travail qui soit à la fois sur la langue, sur la littérature, sur des voix qu'on entend, qui chuchotent, qui crient, qui parlent, qui communiquent des émotions, parce qu'elles racontent, mais aussi par leur manière de les raconter. Et nous avons lié en fait cette exigence à la volonté de traiter des thématiques sociétales et sociales qui sont à notre sens trop invisibilisées encore aujourd'hui ou caricaturées. Voilà. Et nous, c'est vrai que on a envie de parler de sujets comme le sexisme, comme le handicap, comme le validisme, comme l'émancipation, comme le rencontre des cultures, les sujets aussi sociaux comme le racisme et l'antisémitisme, etc. On pense qu'en fait que la littérature peut apporter sur tous ces sujets si importants. Aujourd'hui, ils l'ont toujours été, mais ils le sont peut-être encore plus aujourd'hui du fait des tensions qui montent et dans notre pays et à l'international. Et on pense que la culture et la littérature ont un vrai rôle à jouer. Ce sont souvent des thématiques qui font peur, trop peur, y compris à plusieurs éditeurs, pas tous, mais un certain nombre. Et donc, on a voulu vraiment travailler ces thématiques, les travailler au corps, d'une certaine manière, mais avec une grande exigence littéraire. C'est-à-dire que on a vraiment besoin d'être emmené dans un récit, d'être bousculé par un récit, d'être bousculé par la langue de nos auteurs. Et, euh, et c'est vrai que les premiers livres qu'on a publiés formaient d'une certaine manière un peu l'ADN. On a commencé par Rap au vif, donc voilà, qui est un polar extrêmement sombre, qui parle de racisme, qui parle de féminicide, qui parle d'islamophobie, qui parle de rejet, de violence. Et pareil, dans une langue rap au vif, donc dans une langue proche du rap, en tout cas qui fait des ponts entre la littérature et le rap. On peut aussi très bien le lire sans écouter de rap. C'est une manière, vraiment, c'est un texte passerelle entre ces deux univers et très sombre, là, on est vraiment dans du pur polar, voilà, et je trouve que c'est un livre très fort. Ensuite, on a enchaîné avec Sur les pointes de Marie Vanaret, donc qui est un récit absolument étonnant par sa vivacité. C'est un récit d'émancipation. C'est l'histoire d'une petite fille qui est frappée par une épidémie, la polio, et qui emportera des séquelles importantes. Et c'est toute l'histoire de son émancipation contre finalement tous les stéréotypes et tous les rôles où on veut l'enfermer, y compris venant des marges. Par exemple, elle est amenée à fréquenter dans les années 70-80 les milieux homosexuels et notamment homosexuels masculins. Et elle parle aussi de sujets qui sont compliqués à aborder,
Par exemple, la question de la misogynie aussi, qui est traitée dans ce livre et qu'on ne peut pas du tout réduire, c'est ça qui est très important, à la question du handicap. On peut, je dirais, pour moi, ce qui en fait vraiment la force, c'est cette volonté et cette dynamique d'émancipation qui passe par des tas de rencontres avec la danse, avec le cinéma, avec la littérature. Voilà. Et comme je vous le disais, c'est un texte qui dénonce des choses, notamment le sexisme dans le milieu médical et le validisme, cette manière d'imposer en fait des normes où on serait dedans, où on en est exclu, hein. Euh, mais avec aussi une langue très particulière. C'est un texte qu'on lit, qu'on entend en le lisant. Et donc, je vais être un petit peu plus bref parce que j'ai un peu plus de mal à parler de mon propre texte. Je peux te dire que c'est un polar, peut-être moins à fond polar que Rap au vif, qui se passe au Pays Basque et qui en fait mêle à la fois un travail très documenté que j'ai fait pendant plusieurs années sur les mouvements suprémacistes. Je travaille avec des chercheurs là-dessus, et en même temps avec un irréalisme de situation et des personnages hauts en couleur. C'est pas un texte militant, c'est un texte, j'espère, qui bouscule un peu le lecteur. Ensuite, on a continué avec 100% inclusif, qui est un livre de journalisme, pour le coup, à l'écoute de la France plurielle. C'est du vrai journalisme de terrain, du journalisme exigeant. C'est information par les réseaux sociaux. Là, ce sont des gens qui passent du temps pour comprendre, pour entendre, pour comprendre et pour restituer en fait les enjeux de cette France plurielle qui est encore, pareil, caricaturée ou ignorée. On y parle dedans d'inclusivité, bien sûr, sur les questions LGBT, sur les questions antiracistes, sur l'antivalidisme. C'est un texte qui, pour la première fois en France, publie une enquête très exhaustive sur qu'est-ce que vivre en France avec un handicap physique, qui fait vraiment un bilan en termes factuels, mais aussi en termes d'idées. Qu'est-ce que c'est que cette manière de décréter que la norme, le plus grand nombre serait la norme et que la norme fait loi? Et puis ensuite, on a fait un détour par la poésie, qui nous a fait beaucoup de bien, après quand même des sujets aussi porteurs, mais aussi avec un certain nombre de dureté aussi dedans. Une rencontre avec le poète Souleymane Diamanka, qui vient du slam, et qui en fait célèbre une rencontre en fait des cultures, c'est-à-dire que Souleymane est à la fois très marqué par la littérature et la poésie française, et aussi par ce qu'il appelle son énergie Peul, qui lui vient de ses parents et de ses origines, et c'est une fusion qui nous semble aussi particulièrement intéressante à mettre en valeur, pareil, dans ces temps où on cherche beaucoup à nous opposer, à nous dresser les uns contre les autres. C'est un texte rassembleur, apaisant. Et puis, le voilà, Puis le sujet du soir. il arrive. Et alors justement, il va pas déroger à la règle, Bastien. Alors Marc, tu peux rester si tu veux. On va lui faire résumer son roman. C'est un roman qu'il a Oh, ancré dans le réel en 1 minute. C'est pas long, hein, 1 minute. Comme ça, si vous dites des choses qu'il fallait pas dire, c'est vous qui les dites, c'est pas moi. eh bah, très bien. Bah, vous me donnez le go et puis j'y vais. Allez-y. Alors, c'est un roman qui se passe à Paris déjà, en périphérie de Paris, qui se passe, on va dire, à 80% dans le tram parisien, donc qui fait le tour de la capitale et qui, celui-ci, le tram T3B, merci Nathalie, fait le tour des portes les plus alternatives de Paris. La porte de Bervilliers, la porte de la Villette, la porte de Pantin, la porte de Bagnolet, etc., etc. La porte de la Chapelle aussi, et c'est des portes qui, parfois, ça va arriver, sont parcourues par des personnes qui sont pas forcément dans la forme de leur vie, parce qu'elle consomme, entre autres choses, du crack, hein. Donc le crack, c'est vraiment une drogue extrêmement compliquée, extrêmement addictive. Il y a cette espèce de légende urbaine qui dit qu'on peut être accro dès la première prise. Donc, je précise vraiment légende urbaine, hein. Et on se plonge pendant 24 heures dans la peau d'un consommateur de crack qui ne se résume surtout pas à ça, surtout pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente. C'est un consommateur de crack qui est à la recherche d'une dose pour remonter, parce qu'il faut savoir que c'est une drogue qui doit se consommer assez régulièrement pour pouvoir être
efficace, on va dire. Ça fait 1 minute? Oui, c'est parfait, ça me semble bien. Ça Voilà, me semble OK. parfait. Vous avez bien résumé votre roman. En tout cas, moi, je ne savais pas ce que j'allais lire. Et ce qui m'a frappé, c'est que dès qu'on lit la première page, on prend une grande claque. En fait, on est tout de suite projeté. Alors, il y a un truc qui est très particulier. C'est un challenge. Je ne sais pas pourquoi vous êtes donné ce challenge-là. Votre personnage principal n'est jamais nommé. C'est-à-dire qu'il n'a pas de prénom. Vous ne le décrivez jamais. Mais le récit est à la première personne du singulier. Comment on fait ça? Alors je ne sais pas exactement. Moi, c'est mon deuxième roman. Ouais, Dans le 1er, c'est pareil, j'avais fait la même chose. ouais. Moi, j'aime bien les récits à la première personne et l'emploi d'un prénom me paraît parfois pas forcément essentiel. Dans ce récit-là, je l'aurais même trouvé superficiel parce que, bah, déjà, je trouve qu'un prénom, ça dit aussi un milieu social. Ça met un cadre tout de suite et j'avais pas envie de ça. J'avais envie, d'une certaine manière, qu'on puisse se dire que c'est n'importe qui. Parce qu'au début du récit, on ne sait absolument pas de qui il s'agit, on sait pas on n'a rien sur le passé, du protagoniste et même lui, d'une certaine manière, il n'a rien parce qu'il est victime d'un espèce de blackout, d'un oubli total de ce qui s'est passé à court ou moyen terme. Voilà, ces drogues peuvent aussi provoquer ce genre de choses. Et donc, en fait, lui-même ne sait pas qui il est. C'est un peu voilà, le principe des toutes premières pages. Et moi, je trouvais ça assez intéressant, en fait, de partir, bim, de la première personne. Je suis dans son corps, je suis dans sa tête, autant que possible, parce que je ne suis pas consommateur de crack. Moi, voilà, mais en tout cas, Ah bon? on en parlera peut-être un petit peu, mais bah, je pourrais, hein, pourquoi pas. Bah oui, On, oui. on pourra peut-être s'en parler après, mais j'ai beaucoup regardé ce qui se passait. Comme tu disais, Marc, toi, que tu avais fait des enquêtes au sein des milieux suprémacistes blancs. J'ai pas fait le même type d'enquête, mais en tout cas, j'ai beaucoup regardé, beaucoup observé, lu beaucoup de choses. Et voilà, je trouvais ça intéressant, en tout cas, l'emploi de la première personne. Et c'était aussi important, pour terminer là-dessus, pour l'énergie aussi que peut procurer, en tout cas à mes yeux, et moi j'aime bien écrire comme ça, que peut procurer l'emploi juste de cette première personne du singulier. Je trouve ça plus simple d'amener du dynamisme dans un texte avec un jeu qu'avec un il. Voilà. En plus, Et le fait qu'il soit pas nommé, ça nous permet à nous, lecteurs, d'endosser son costume. ouais, Mm. Même moi qui suis une femme, j'avais l'impression d'être, parce que c'est quand même une immersion, ok, dans le monde, dans l'enfer du crack, mais aussi dans sa tête à lui. Et ça, ouais. quand même, c'est une performance qui est quand même plutôt pas mal, parce que du début jusqu'à la fin, nous, lecteurs, à partir du moment de la première page jusqu'à la fin, on fait le voyage avec lui, on a toutes les angoisses, on a toutes les émotions, on a toutes les peurs, tout ce qu'il fait, bah, on le ressent en fait. Bah, je pense que l'usage de la première personne le permet. Ça aurait été plus compliqué sans cet emploi-là de décrire ce truc. Je suis pas forcément à l'aise avec une écriture omnisciente, quoi. Mm. Enfin, voilà. Le but, c'était aussi de se positionner du point de vue de ce gars, qui se retrouve vraiment, bah, voilà, les premières scènes, c'est vraiment, bah, il se retrouve en bordure de tram, il a passé la nuit dehors, et il a quasiment rien sur lui, il a plus de fric, enfin, il a un billet de 20 euros, un téléphone quasi déchargé, et une paire de clés, un trousseau de clés, et voilà, enfin, fin de l'histoire, en fait. Et, et c'est vrai qu'en fait, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu dire aussi, c'est ce que j'ai voulu dire à travers ce récit, c'est que je pense que quand on est dans ces situations sanitaires et psychologiques et médicales là, le regard des autres compte vachement aussi. Et moi, c'est vrai que dans les observations que j'ai pu faire de ce sujet, enfin, je suis vachement attentif à ça aussi, de confronter en fait le regard d'une entité globale, qui en l'occurrence est des usagères, usagers assez classiques en fait d'un transport en public dans une grande métropole, enfin voilà. Donc Paris en l'occurrence, parce que moi j'habite là-bas. Et puis je prends le tram tous les jours, donc c'était plutôt Le facile à ce 3B? moment-là Le de me 3B, vous déplacer. prenez le 3B? Ah oui, oui, on pourra peut-être en parler aussi après, mais ça, c'est le trajet quotidien que je fais. Donc, D'accord. l'observation, ma foi, elle n'était pas. Je veux dire, j'ai pas pris mon petit sac à dos, mon petit truc et tout en allant. Voilà, c'est juste, je vais au boulot et je constate en fait parfois ce genre de scène. Donc, je trouvais ça ouais, intéressant de confronter la vie d'un groupe, d'un collectif, à la vie d'un gars qui se sait juger parce que lui-même en fait est extrêmement mal dans sa peau, est extrêmement mal dans son corps. Il en a conscience parce qu'il n'est pas complètement idiot et il voit très bien en fait la manière dont les gens le regardent. Et c'est cette souffrance-là aussi, et ce rapport particulier au monde que j'ai voulu mettre en scène dans ce roman.
En plus, ça se passe en 24 heures. Oui, Pourquoi ce choix de 24 heures? C'est je mieux 24 heures chrono que c'est... Non, je plaisante. Mais parce que ouais, ouais, cette impression-là, c'est que moi, ça m'a rappelé ça. La première fois que Référence. chrono est arrivé et que là, on a 24 heures, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire en 24 heures en fait? Il va crever, il va faire quoi? bah, ouais, bah, c'était un peu l'enjeu, le défi, bah, enfin, je veux dire, on y est consacré quand on se lance dans cette petite aventure voilà, d'écriture d'un bouquin, c'est que je pense que le cadre est aussi important. Parce que sinon, on part dans tous les sens. Voilà. Bon. Moi, je trouvais que le cadre là, de se dire, OK, on est 24 heures dans la peau de ce gars-là, voilà, me permet d'avoir un périmètre d'action, d'écriture qui me satisfaisait. Et puis par ailleurs, je trouvais intéressant aussi le défi de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe en fait vraiment 24 heures alors c'est un roman, hein, enfin, j'insiste quand même là-dessus, hein, c'est pas une enquête non plus voilà, le terrain a été vraiment très, 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 très important pour moi et l'observation et la lecture et tout, mais je veux dire, je n'ai pas passé 24 heures dans la vie, enfin, avec cette personne-là. Enfin, je veux dire, ça reste un roman. Mais en tout cas, ce défi-là m'intéressait aussi. Et justement, je trouvais ça aussi même narrativement intéressant de se dire, bon, bah, vas-y, dans 24 heures, il va se passer quoi en fait? Enfin voilà, de se dire, oh là, on est à 21 heures, ça commence à sentir le roussi là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puis ça me paraissait aussi important, enfin, intéressant pour terminer là-dessus, de, de, de marquer chaque étape de la journée par différentes situations. Il ne se passe pas la même chose à 8 heures du mat en fait, quand on est confronté à la rue, à la violence en fait, de la consommation, du trafic de drogue dans des lieux qui ne sont pas safe, qui ne sont pas protégés, parce qu'en fait, si vous consommez ce genre de drogue chez vous à la maison, bon, bah, c'est pas la même histoire en fait. C'est que vous êtes dans votre canapé, vous faites vos trucs, il y a des copains ou pas qui viennent. Enfin bon, bah, c'est complètement différent. C'est aussi un bouquin sur la rue, voilà. Ouais. Voilà, c'est aussi intéressant sur la violence que ça peut enclencher, parce que, alors, désolé, je mets un tunnel là, mais je suis bénévole dans une distribution au Resto du Cœur, c'est un truc qui est vachement important pour moi. Et du coup, c'est pas que je connais un petit peu ces problématiques-là, mais en tout cas, j'y suis vachement confronté parce que je fais ça depuis 8 ans, je dirais à peu près, 7-8 ans tous les lundis soirs. Donc, bah voilà, des personnes à la rue, on en rencontre énormément avec des histoires folles. Et parfois, évidemment, des personnes qui sont sous l'emprise de drogues vraiment très dures. Donc, c'est des situations qu'on rencontre aussi assez fréquemment. Alors, le sujet est assez dur, mais vous avez ponctué votre récit par de l'humour. Comment on arrive à faire le bon dosage entre bah, justement la réalité, parce que c'est un roman qui est vraiment ancré dans le réel. Ce n'est pas, comme vous avez dit, une enquête journalistique, c'est vraiment un roman. Donc on ne Ouais, sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ça, c'est la magie de votre écriture. Mais comment on fait pour doser, justement? Parce que, alors, pour la ouais. petite histoire, il y a des personnages quand même qui ont des noms. Et il y en a un qui s'appelle Karim le Marchand. Moi, dois vous dire que pendant tout le roman, je me dis, mais que fait Karim le Marchand dans ce roman, quoi? Pourquoi ce prénom, ce nom-là? C'était justement une référence à elle ou pas du tout? Non, c'est des bêtises, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, comment viennent ces idées-là, comment viennent les noms. Ça, honnêtement, je sais pas trop. Ça me faisait marrer, en fait, Bah, nous, ça nous a fait bien marrer aussi, parce ouais, que ça c'était un fait des personnage. respirations au bon moment quand même, hein. Bah, Parce que juste, le personnage en question est un dealer voilà, de rue, quoi. Enfin, voilà, dealer de crack parmi d'autres. Enfin, il y a toute une économie, toute une géopolitique du crack que j'ai aussi essayé d'étudier, de mettre en scène pour que ça soit à peu près réaliste. Enfin, voilà, parce que j'ai coutume de dire, je le répète tout le temps, mais que dans ce texte, rien n'est vrai, mais que tout pourrait l'être, en fait. En tout cas, ça a été l'idée, c'est que tout ce qui se passe est checké, quoi. Enfin, c'est en fait, si on se retrouve avec des dealers qui sont d'origine sénégalaise euh, à Marcadet Poissonnier, c'est parce qu'en fait, effectivement, à cette station de métro, à cette heure-ci de la nuit, je crois savoir en fait qu'il y a des dealers d'origine sénégalaise enfin voilà, ça se base en fait sur tout un tas d'une enquête journalistique parce qu'en fait à la base moi je suis journaliste quoi. Enfin en tout cas à la base non mais à la base je suis un bébé et puis un petit enfant et puis un ado et puis voilà mais enfin en tout cas ces dernières années je suis journaliste et j'essaie d'être le plus sérieux possible dans mon métier. Et donc, tout ce que je raconte, c'est checké, quoi. Enfin, voilà. Tu avais une question intéressante, Nathalie, au départ, mais je ne sais plus ce que c'était.
racontait, bon, enfin bon, Et bref. comment on faisait le dosage entre l'humour Ah et oui, la gravité du sujet? oui, c'est ça. Bah, ça, je pense que c'est, bah, mon éditeur qui me l'a fait remarquer en premier. Voilà. Donc déjà, ça m'a fait plaisir parce que j'ai eu l'impression sur le moment d'être drôle, donc c'est pas désagréable, quoi. Non, et surtout pour être, sérieux pour le coup, moi, pendant les distributions qu'on fait au Restos du Cœur, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, qui sont confrontés à des gens de la rue ou des gens dans des situations délicates en France, à l'étranger, enfin partout, enfin voilà, c'est que parfois on se marre, en fait. Enfin, juste, c'est bête, hein, mais en fait, c'est pas parce que, bien sûr. je discute avec une personne sans domicile fixe que cette personne est dark. Mmh. Enfin, ou elle peut l'être, enfin, je veux dire, et je suis pas en train de dire: «C'est pas grave», en fait, finalement, c'est pas du tout ça, c'est juste que, enfin, parfois, enfin, moi, je veux dire, j'ai une vie, confortable. Enfin, je vis à Paris dans un appartement, je suis journaliste, donc je gagne ma vie correctement, j'ai de quoi bouffer. Mais des fois, je suis déprimé. Voilà. Enfin, c'est en fait, les conditions de vie n'influent pas forcément, en fait, sur tout ce qu'on raconte et sur l'attitude. Et des fois, moi, aux distributions, je me marre beaucoup avec des gens qui sont extrêmement drôles. Enfin, je veux dire, qui sont beaucoup plus drôles que moi et qui ont des punchlines absolument incroyables, qui sont, parfois des gens qui sont extrêmement solaires et et ça, je le racontais à l'occasion de la sortie de mon premier bouquin qui racontait donc une distribution de repas au Resto du Cœur. Heu, à la première personne aussi, bon, bah, le personnage, c'était un peu moi, mais je le racontais pas et puis c'était un roman, qui s'appelle, Le ventre creux. Ventre creux est Le disponible ventre chez Pocket, pour ceux qui veulent l'acheter. Oui, c'est ça, voilà, il est en poche chez Pocket, en effet. Et ouais, c'est qu'en fait, des fois, c'est des gens qui, via leur conversation, vous remontent le moral et c'est assez fou. Et je voulais aussi raconter ce truc, de dire que, bah, en fait, c'est pas parce qu'on est à la rue qu'en fait, qu'il y a pas d'humour, parce que ça peut aussi être un mécanisme de défense pour pas mal de personnes. Moi, je sais que j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne. Il y avait des gars dans des situations vraiment, compliquées, d'un point de vue, familial, d'un point de vue social et cetera, mais qui étaient je veux dire, des personnes, mais tellement drôles, mais c'était même hallucinant, quoi. Enfin, voilà, à quel point l'humour, c'était une arme. Et puis, par ailleurs, comme tu le disais, Nathalie, c'est quand même un sujet qui est de base un peu plombant. Tu te dis: «Waouh, parcours d'un consommateur de Non, crack». mais d'utilité publique, de santé publique, puisque Bah, c'est ça, mais du coup, j'avais envie d'éviter le ton sur ton. Voilà, oui, je trouve que, tu vois, un fond noir et une typo noire, bon, enfin voilà, s'il y a un fond noir et une typo, jaune, ouais. bah, ça ressort mieux, quoi. Enfin voilà, donc j'avais essayé voilà, je suis parti de ce truc-là aussi, d'éviter le ton sur ton. Ce qu'il y a d'important aussi dans ce roman, c'est le rythme, la rythmique. Ouais. Même le personnage, pas un tic, mais il tape la mesure, quoi, c'est un toc, je sais pas, je vois ce que c'est. En tout cas, Mmh. on a l'impression que c'est du rap, mais ça n'en est pas. Comme le tram aussi, je trouve que d'être dans le tram, ça fait, bah, c'est un véritable personnage, ce tram 3B, mais c'est Mmh. aussi un sas de sécurité, non? Pour lui. Ouais, bah, merci. Toutes ces remarques sont très justes, ça me font très plaisir. Parce que du coup, vraiment, c'est vraiment super. Ouais, bah, le rythme, dans l'écriture, c'est important pour moi. T'es musicien ou pas? Non, mais par contre, la musique, j'en écoute toute la journée, quoi. Enfin, je travaille dans une radio musicale, moi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une radio qui s'appelle Radio Nova, donc on est très, voilà, enfin, la musique, c'est vraiment important pour moi et tout type de musique, on va dire. Le rap notamment, mais pas seulement. Mais c'est vrai que du rap, j'en écoute, pas mal. Pas autant que certaines personnes qui peuvent être vraiment des encyclopédies, quoi, du rap. Moi, je suis pas une encyclopédie, mais en tout cas, j'ai une culture rap et je m'y connais un petit peu et j'en écoute beaucoup en provenance de plein de pays différents et j'adore, en fait, la musicalité, l'énergie qu'il peut y avoir dans cette culture dans cette musique qui, même si aujourd'hui elle est vachement mainstream et il y a des artistes, en fait, qui sont en tête des charts et cetera, ça reste quand même une culture qui est liée à l'urbain. Donc nécessairement, heu, le le rap et l'urbain sont liés, quoi. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi de ça dans ce texte. Je sais plus quels étaient tes Non, autres mais points. juste dire que, comme dans tous les livres de multi, il y a un flash code, et quand vous flashez, vous allez tomber sur la playlist. Mmh. Fumeur de cierge. Si on devait résumer à une musique, Fumeur de cierge, ça serait laquelle? Waouh! Enfonce-toi dans la ville de Noir Boy George. Alors franchement, si vous connaissez, c'est que vous êtes vraiment des mélomanes de l'espace et vraiment des mélomanes, qui Moi, je suis s'intéressent. allée voir parce qu'en fait, il est dans l'Exergue, il est cité dans l'Exergue. Alors moi, j'aime bien voir. Je trouve ce qui est très important dans un livre, c'est les exergues qui sont pas là par hasard.
Ah oui. Quand je connais pas, je vais toujours voir qui c'est parce que voilà. Et après, les remerciements. Je trouve qu'on apprend toujours d'un auteur dans les exergues et dans les remerciements. Ah bah, je serais curieux de te demander, ce que tu as appris, du coup, avec l'exergue et les remerciements. Ce n'est pas moi l'invité. Ah d'accord. Moi, Voir, intervenir, tu interviens quand tu veux, hein, Marc, il n'y a pas, y a pas de Oui, souci. je voulais juste dire une chose par rapport justement aussi à ce texte, c'est que euh, nous, à Multiculti Édition, on a un comité de lecture qui sont des lecteurs et des lectrices qui ont des histoires différentes, sont dans des régions différentes, qui ont des âges différents, etc. Et la première personne à qui j'ai envoyé ce texte au comité de lecture, c'est quelqu'un qui est un journaliste plutôt spécialisé dans l'économie, qui vit en Normandie, qui est très loin en fait de tout ce type d'univers, de problématiques, de tensions urbaines, etc. Et c'est lui qui nous a alertés sur le grand intérêt de ce texte et à quel point il avait été très interpellé. Et je trouve ça toujours intéressant de voir justement que si un texte peut parler, s'il a une vocation universelle pour le coup, à pouvoir toucher des gens qui sont loin des réalités en question. Le deuxième challenge, c'était de le faire lire dans le comité de lecture à quelqu'un qui connaît très bien ces Mm. problématiques, puisqu'il est éducateur pour mineurs dans des foyers fermés, etc. Il est notamment confronté à des questions de toxicomanie, de deal, etc. Et lui aussi, pour le coup, connaisseur de terrain de ces sujets, a complètement validé le texte dans son contenu, dans sa forme, bien évidemment. Je l'ai dit, pour nous, c'est l'essentiel, hein. Si on n'entend pas un texte, ça va pas. Voilà. Mais ces deux réactions ont été vraiment très très intéressantes pour continuer la lecture dans le comité, parce que justement, ça prouvait le potentiel pour toucher et interpeller des gens, y compris quand ils sont loin de ces réalités, et y compris quand ils les connaissent très bien. Mm. Ah, moi, je voudrais continuer sur Multiculti, c'est-à-dire la liberté de ton que vous avez donnée à Bastien. Et je crois que c'est la première fois, c'est ce que je disais à Marc avant qu'on prenne l'antenne, que je vois dans un texte qui parle quand même de drogue, une place aussi grande faite à la religion. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est le père Rodrigo, il y a une église qui existe vraiment, hein, Notre-Dame de Fatima, qui s'appelait pas comme ça d'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait été renommée, parce que je suis allée chercher voir si elle est le long du tram, on la voit d'ailleurs. Et surtout, ce qui m'a surprise, c'est page 74, c'est la première fois que je vois ça, dans ce genre de roman, ben, il y a carrément la prière du Notre Père qui est quand même retranscrite. Qui, dans une maison d'édition, laisse autant de liberté que vous, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même, on ne s'attend pas à avoir un type qui cherche sa dose qui dit j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de me confesser. C'est quand même très rare. Bastien, d'où ça vient? Pourquoi avoir mis autant de place sur la religion? alors, c'est marrant parce que, c'est vrai que, on explique toujours un texte, une fois qu'on l'a écrit. Tu sais? Il y a un truc, on se dit: «Ah, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Bon, bah, je vais essayer de m'en rappeler». Je sais pas pourquoi, moi j'ai ressenti un besoin, d'écrire ce texte à un moment. Il est ma foi venu assez rapidement. Je pense que j'ai posé, franchement, 70 du texte en 3 semaines. Enfin, c'était dans ma tête, j'avais envie de l'écrire. À un moment, je me suis lancé et j'ai écrit beaucoup de choses. Et très rapidement, je me suis retrouvé avec un personnage, je ne saurais pas tellement te dire pour quelle raison, mais qui, cherchait quelque chose, qui cherchait du réconfort, qui cherchait une main tendue, qui cherchait en fait un allié dans la vie, en fait, pour aller un petit peu mieux. Parce que c'est effectivement comme on l'a souvent dit au cours de ces quelques minutes, c'est un roman sur les addictions, c'est un roman sur les personnes qui sont sans abri, sur la vulnérabilité que tu peux ressentir vis-à-vis d'un groupe quand tu es exclu, tu vois? Quand tu es l'autre, en fait. Quand il y a Ouais, un groupe constitué et que toi, tu es l'autre. Donc là, ça marche parce que c'est, un gars, dont tout le monde voit très bien, en fait, qu'il est complètement camé et qu'il est à la rue et qu'il sent pas bon, parce que je le dis qu'il sent pas bon et lui-même sent qu'il sent pas bon, quoi. Voilà, et confronté à des gens qui, eux, sentent très bon, enfin, tu vois? Et qui ont leurs, oreillettes et qui lisent leurs bouquins et voilà, bon, enfin, ils ont le droit d'ailleurs de faire ça, hein, mais en tout cas, c'est le groupe. Mais tu peux, en fait, te retrouver, je pense, dans ce personnage en étant juste exclu, en fait, ou en tout cas en te sentant exclu. Bon, donc c'est aussi un bouquin sur ça. C'est aussi, un bouquin sur la difficulté que tu as parfois, d'avoir du recul sur toi,
Et sur le fait d'accepter une certaine forme de réel, c'est que le personnage répète à de nombreux moments, et puis j'ai voulu mettre ce truc-là. Je vais répondre après hein, sur la religion. Oui, 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 bien sûr. Voilà, répète à certains moments, c'est pas mon moment. Voilà, il le dit beaucoup, un peu comme un mantra, parce que lui, il est vraiment persuadé que c'est pas son moment en fait. Il juge d'ailleurs souvent avec pas mal de mépris hein, d'autres personnes qui sont consommatrices ou consommateurs de crack en disant waouh, ils sont chauds. Enfin, vraiment, eux, c'est compliqué leur vie, mais moi, j'en suis pas là en fait. Juste, c'est pas mon moment. Il m'en dit à un moment pour la première fois dans le tram, pour la première fois de sa vie, et en fait, il a vraiment l'impression que tout le monde est complètement dans sa tête, limite, et que tout le monde comprend qu'il a jamais fait ça de sa vie et que ça va. C'est pour ce soir, c'est pour m'en sortir. Mais c'est pas un sans-abri, c'est pas un clochard, j'emploie ce terme-là de manière volontaire. C'est pas un camé, quoi. Pareil, je t'emploie de manière volontaire. Il fait pas partie, en fait, de ces gens-là. Lui, c'est autre chose. Voilà, donc je voulais aussi raconter cette difficulté parfois qu'on a à avoir du recul sur son comportement, sur sa situation familiale, amoureuse, professionnelle, sociale, je sais pas, plein de trucs possibles. Euh, et ce rapport à la religion, je l'ai mis aussi parce que je voulais pas non plus tomber dans une caricature absolue d'un gars pour qui il y aurait que le crack, quoi. C'est juste un gars qui a envie de s'en sortir. C'est un gars, en fait, qui est dans le besoin, qui est dans la merde. Désolé pour l'emploi du terme. C'est juste ça, en fait. Il Mhm. lui est arrivé des galères. Il est vraiment dans un moment très compliqué de sa vie, très, très compliqué. Il a essayé d'aller à l'hôpital dans lequel il y a des unités d'addiction, en fait, qui sont faites pour traiter ce type de problématique, des personnes qui sont tombées dans la consommation de quelque chose. Ça peut être de l'alcool, ça peut être je sais pas moi, une drogue douce qui est devenue dure en fait, enfin voilà, une drogue très dure, ou d'autres choses, ou la sexualité, enfin par exemple, une sexualité beaucoup trop compliquée à gérer, tous ces types de trucs, et qui n'a pas trouvé en fait, jusqu'ici, la bonne personne pour gérer ses soucis. Ça ne veut pas dire que les personnes qui gèrent ces trucs-là d'habitude ne peuvent pas gérer de ces soucis-là, c'est juste que lui, il n'a pas trouvé ce qui lui convenait. Donc en fait, il hésite pendant tout le truc, et lui, clairement, il a besoin d'un allié, besoin d'un truc, il essaye de le trouver avec la religion. Le texte laisse entendre que d'habitude, il le trouve. Bon, bah, dans cette séquence-là, dans cette journée-là, ça ne va pas forcément se passer comme prévu, parce que c'est un roman, donc il faut quand même bien qu'il y ait un peu de rebondissement, et puis quasiment d'action. Et puis c'est pas non plus un livre, enfin voilà, un livre d'action, il ne faut pas déconner, mais en tout cas, il y en a un petit peu parfois. Et je trouvais ça intéressant, moi, justement, ce gars, juste qui est très attaché au sacré, il le dit pas mal, et une certaine forme de spiritualité, parce qu'il est un peu perché. Et en tout cas, le terme de fumeur de cierge dit ces deux trucs, parce qu'on s'arrête, et merci du coup d'avoir posé cette question, hein, parce qu'on s'arrête beaucoup sur le fumeur, et en même temps, bon, bah, le truc est sous-titré L'enfer du crack, et de manière légitime, parce que c'est quand même le sujet principal du livre, quoi. Ouais, ouais. Mais le cierge, c'est vachement important aussi. Et en tout cas, moi, dans ma manière d'avoir réfléchi à ce personnage-là, le cierge était quasiment autant important. Voilà. Et c'est Ouais, pas. c'est-à-dire que c'est à la fois poétique et énigmatique ce titre, parce que en fait, est-ce que ça reflète une forme de spiritualité ou d'autodestruction ou d'ironie en fait? On ne sait pas. Non, je j'ai pas été, en tout cas, ma volonté d'auteur, en tout cas, sur ce texte-là, ça n'a pas été d'être ironique, non. Ça a plus été d'être dans un entre-deux. C'est quelqu'un qui cherche. Et d'ailleurs, je crois hein, que c'est ce que je fais, ouais, je dédicace le bouquin à ceux qui cherchent. Bon, pareil, c'est énigmatique, c'est méga vague. Mais c'est des personnes, évidemment, qui cherchent une dose pour remonter, mais c'est aussi juste des personnes pour être un peu caricatural là, dans ma formule, et désolé, qui cherchent un peu leur place dans la société, en fait, ou qui cherchent juste leur place, en fait, qui savent pas où ils sont, qui savent pas vraiment d'où ils viennent, où ils veulent aller, et ils cherchent un truc, ils cherchent une place. Bon, bah peut-être ça va être dans le crack, et moi, j'ai pas de jugement pour les personnes qui sont là-dedans. Peut-être ça peut être dans la religion, je n'ai pas non plus de jugement pour les personnes qui sont dans la religion. C'est une personne qui cherche. Voilà. Mm. Et c'est vrai que, il y a aussi le regard des autres, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu penses que la littérature peut contribuer justement à modifier le regard collectif sur ces réalités? Bah ouais, je pense. Je pense que après avoir lu le bouquin de Florence Aubenas, Ouistreham, sur l'expérience qu'a fait, donc voilà, c'est Florence Aubenas qui était journaliste au Monde, qui avait fait une enquête sur le quotidien des professionnels, enfin voilà, sur des femmes de ménage en gros, quoi. Tu vois, comment on appelle ça aujourd'hui? Les agentes d'entretien, je crois. Ouais, Voilà. technicienne surface. Technicienne de surface. Voilà. Merci. Et qui était waouh, ok. Moi, alors moi que j'ai lu juste après
la rédaction du Ventre Creux. Du coup, je me suis dit, ah super, je vais pouvoir le citer parce que c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Enfin, pas exactement, parce que moi, j'étais déjà dans le truc, j'ai pas fait ça pour écrire un livre, mais en tout cas, voilà. Et je pense que très franchement, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont lu ce livre, parce que c'est un livre, enfin, pour moi, que j'ai trouvé extraordinaire, euh, ben, en fait, qu'on regardait juste, en fait, des personnes qui passent l'aspirateur après que vous soyez passé, en fait, juste d'un autre œil, quoi. Voilà, donc je prétends pas du tout être avoir le même talent que Florence Aubenas, mais en tout cas, moi j'aimerais qu'à mon niveau, bah, il y a les personnes qui lisent le livre, quand ils croisent une personne qui est en grande difficulté dans la rue, qui paraît être sous consommation de drogue très dure, parce qu'on va pas se mentir, physiquement ça se voit assez rapidement chez certaines personnes, parce que c'est une drogue qui esquinte complètement. Voilà, n'ayons pas peur des mots non plus, quoi. Je suis pas là pour faire de l'angélisme non plus. Ça, j'ai souvent précisé, mais il y a des personnes qui se comportent d'une manière extrêmement dangereuse dans les espaces publics. C'est pas forcément de leur faute, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Voilà. Et moi, j'aimerais juste qu'on se rappelle, hein, justement, moi, je le dis à un moment, hein, je le répète lorsqu'on veut bien me donner la parole, que le crack et les drogues dures, c'est un problème de santé publique, avant d'être un problème de sécurité publique. Et cet angle-là, ce point de vue-là, pour moi, il est méga important. Parce que comprendre ça, c'est un petit peu mieux accepter les personnes qui se retrouvent dans ces situations-là, et c'est pas rigolo, je pense, pour elles. Je ne suis pas confronté à ça, je touche du bois, là, tout ça. Mais voilà, c'est pas compliqué, pas facile, hein, je pense. Pareil, il y a un petit rappel, là, je suis tombée dessus par hasard en feuilletant. Machinalement, je faisais ça avec ton livre. Sur la page 118, où il y a un rappel sur le 115. Parce que les gens oublient que quand même, c'est pas bien de laisser les gens dans la rue, tu viens de le dire, hein, on doit être attentif aux autres, hein, même si on n'aborde pas dans leur sens. Mais le 115, tu fais un petit rappel sur le 115. Et Ouais, très, très, très bien, en fait. bah, sur le 115, du coup, SAMU social de Paris, euh, qui, euh, qui coordonne et qui centralise l'ensemble des endroits où vous pouvez loger lorsque vous êtes en situation d'urgence. Alors, il faut savoir que c'est vraiment une urgence absolue, parce que le 115, c'est malheureusement un service qui est saturé à Paris, et on connaît un peu le sujet au Resto du Cœur, parce que parfois on est amené à appeler le 115 pour des personnes, et franchement, c'est très difficile de trouver des places voilà, en logement d'urgence, surtout qu'en plus, nous, on appelle parfois à 21 h, et en vrai, pour avoir une place en 115, enfin, dans un logement d'urgence à Paris, il faut appeler dès 7 h du matin. Voilà. Et c'est très rare qu'il y ait des places libres un petit peu plus tard. Mais voilà, le 115, c'est aussi un truc vachement utile, et qui, à Paris, en fait, ça. C'est pas que c'est pas efficace, mais on va dire que c'est compliqué pour des personnes d'y avoir accès. Je pense que dans d'autres endroits qui sont moins confrontés à ces problèmes de précarité extrême, euh, c'est utile. Et puis, comme tu le disais, juste, Nathalie, enfin, voilà, c'est pas bien de laisser quelqu'un dans la rue, tu vois. Alors, tout le monde peut pas gérer ça, et tout le monde doit pas gérer ça. Enfin, tu vois, en tant que citoyen, tu n'as pas à gérer ça, mais déjà, en tout cas, avoir conscience que le gars que tu viens d'enjamber, bah, c'est un être humain que tu viens d'enjamber, et il se trouve que cet être humain est dans la rue et va probablement passer des heures assez compliquées dans la rue, là, sur les heures qui arrivent. Bah, je pense que c'est déjà pas mal, ouais. C'est être humain et avoir un devoir civique, je sais pas, ça me paraîtrait normal. Il me paraît que la normalité Ouais, n'existe pas. après, on peut pas, voilà, je pense qu'on met pas tous l'énergie au même endroit. Puis il faut être capable aussi, je pense, de regarder ces choses-là. Enfin, des fois, on n'a juste pas envie de regarder parce qu'on est, non pas parce qu'on trouve ça normal. Enfin, je pense que personne trouve ça normal, mais juste parce qu'on peut pas. C'est dur, enfin, d'imaginer ces trucs-là, d'avoir une empathie qui te dit, ah ouais, ça doit être dur quand même le sol par terre là. Enfin, ouais, ça doit pas être facile. Je fais comment sans oreiller? Je dois avoir mal au cou, quoi. Enfin, c'est pas évident je pense, de se projeter là-dedans, là, pour certaines personnes. Comment tu as choisi ta maison d'édition? Ben, je bosse avec une personne absolument formidable, qui est mon agente quelque part, qui m'a orienté vers Multiculti. Et je dois dire, Marc, mais je te l'ai dit souvent, que vraiment, alors je ne sais pas quel est le slogan exact de la maison d'édition, mais moi j'ai retenu que c'était, et tu l'as dit en préambule, hein, que c'était aussi une maison d'édition qui s'intéressait aux marges. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai retenu. Voilà. Et moi, c'est exactement ce que je veux faire dans ce que j'écris. Donc vraiment, j'ai dit à Louise, voilà, super, c'est incroyable. C'est vraiment parfait, quoi. Enfin, c'est ce que je veux dire, en fait. Moi, c'est ce que j'ai envie de raconter avec des textes qui sont pas évidents. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que Multiculti prend beaucoup de courage, en fait, dans ce que vous publiez, parce que raconter on va le résumer à ça, même si c'est pas ça, mais raconter le parcours d'un consommateur de crack en 2025,
bon, ça a l'air d'être l'obsession, si tu veux, de la plupart des personnes, quoi. Et ce que je comprends, enfin, d'une certaine manière. Mais en tout cas, voilà, c'est une maison d'édition courageuse, engagée, multiculturelle, métissée dans ses choix aussi. Moi, c'est un mot qui est vachement important pour moi. Donc ouais, vraiment, vraiment top. Et puis en plus, j'ai le droit de citer Noir Boy George pour revenir sur lui, je veux dire en préambule, qui est un gars qui fait des musiques sur des parkings et des bretelles d'autoroute. Enfin, bah, c'est super quoi. Voilà, Je crois donc, pas qu'on soit beaucoup censuré, je parle sur le contrôle de marque, je pense qu'on n'est pas beaucoup censuré chez Multiculti. Ben, non, parce qu'en fait, l'idée, c'est plutôt que dans le travail qu'on fait avec les auteurs, c'est de les pousser peut-être à aller encore plus loin dans leur authenticité, dans leur projet, dans ce qu'ils imaginent du texte, dans leur tête. C'est vraiment, c'est pas de polir les textes, mais de les dépolir au contraire. Et c'est vrai que les coups de cœur qu'on peut avoir à la lecture viennent vraiment de ça. Sur les marges, moi, ce qui me paraît intéressant, pour moi, c'est pas parler en fait des marges pour les marges. C'est que finalement, on explique toujours ce que sont les marges par une vision du centre. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir ce que les marges racontent d'elles-mêmes, mais aussi du centre. Et donc, c'est ça que je trouve particulier. Je pense que les marges racontent assez de manière plus brutale, plus en clash, mais racontent en fait aussi notre vie commune. Où est-ce qu'on en est? Et savoir qui et pourquoi des personnes se retrouvent à la marge, aux périphéries du monde. Voilà. Et c'est vrai que ce regard décentré, c'est quelque chose de très important dans l'ADN de Multiculti et de très fort dans le texte de Bastien, euh, qui n'enferme jamais son personnage dans un cliché ou dans un autre. Voilà. Et ça, c'est quand même très, très extraordinaire. Il y a aucun voyeurisme. Il y a aucun. On est vraiment dans je dirais, la connexion au personnage, la connexion intime au personnage. Et ça, c'est vraiment l'ADN de ce qu'on essaye de faire dans chacun de nos textes, en fait. J'ai vu plusieurs questions passer, Bastien, sur la couverture du livre, notamment Mhm. la présence des oiseaux. Et, alors, là, autant on comprend, puisque là, je ne sais pas si on le voit bien, c'est un homme qui est à terre. Mais les oiseaux, Ah, alors, je vais te répondre tout de suite. Pour compléter, Marc, moi, il y a une citation que j'adore, tu sais, qui dit que les marges complètent la page, tu sais, Oui, qui est attribuée à Jean-François Bizot, qui est le fondateur du ah magazine monsieur. Actuel dans les années 70 et puis de Radio Nova dans les années 80. Et moi, vraiment, c'est le jour où j'ai entendu cette phrase, j'ai dit, bon, bah ouais, tu parlais de Mhm. connexion, bah, moi, je me suis senti connecté à cette idée-là. Et donc, je te suis vraiment sur tout ce que tu viens de dire, Marc, vraiment. Pour les oiseaux, bah, il y en a un peu dans le bouquin, des oiseaux, parce qu'en fait, quand tu te retrouves euh, dans la rue, parce que le bouquin est vraiment très, 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 très urbain, je pense qu'il se passe jamais en intérieur, dans l'église, dans si ce l'église. n'est dans l'église, voilà. Dans l'église, dans le tram. Oui, oui, le tram, même si c'est vitré, c'est à l'intérieur, hein. Il y a un plafond, voilà, il y a un Ouais, plafond, tout à fait. voilà. Donc il y a des oiseaux à certains moments. Je pense que c'était aussi pour connecter au cierge. Tu vois, il y a cette manière de s'élever. Tu vois, un cierge, bon, bah, la fumée qui part du cierge, elle s'élève, elle monte un petit peu. Donc, quitte à faire un titre pseudo-poétique et énigmatique, bon, je pense que pour la pochette, pour le visuel du livre, je crois qu'on est resté là-dessus aussi, quoi. Voilà. Et puis ce sont des oiseaux assez étranges, en fait. Donc qui peuvent être aussi finalement le produit d'un imaginaire, ce qui me paraissait Ouais, aussi ouais, ouais. intéressant par rapport à l'autre image qui est pour le coup quelque chose d'hyper réaliste, comme ça, mais justement auquel on ne pourrait pas réduire ce personnage. Donc ces oiseaux étranges montrent aussi finalement peut-être un désir d'évasion, quoi. Voilà. Ouais, 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 je suis. Ouais, j'ai vu passer une question aussi sur le. Alors, moi, je n'ai jamais pris ce tram, mais j'ai l'impression de l'avoir pris tous les jours, hein, depuis que j'ai lu ton livre. Tu cites beaucoup de noms de stations et des noms de femmes. Est-ce que c'est voulu ou c'est un euh, hasard?
Alors, bah, 2 choses là-dessus. Bah, ce tram est assez récent, hein. Bah, il faut savoir enfin qu'à Paris, il y avait un tram avant, il a été, complètement, explosé, et on l'a reconstruit, il y a quelques années. Le tram T3B, alors je suis pas un historien du tram, mais franchement, s'il a 10 ans, c'est bien. Enfin, ça correspond à peu près à ça, quoi. 10-15 ans en fonction des stations à peu près. Et il y a eu une volonté de la RATP de remettre un petit peu les femmes au centre du propos, parce que bon, c'est bien beau d'avoir des métros qui s'appellent Victor Hugo et compagnie, mais en fait, bon, bah, il manquait un petit peu de femmes dans les représentations. Donc, ils ont décidé d'en mettre. Par ailleurs, moi, je trouvais ça intéressant aussi de citer ces noms de stations et aussi ces noms de femmes, parce que bah, dans mon bouquin, il n'y en a pas beaucoup des femmes. Tout simplement parce que moi, des femmes qui ont été confrontées à ce type de problématique, bah, j'en ai pas beaucoup vu. Donc en fait, ça me paraissait compliqué de les mettre en scène vu que je les ai pas vues. Il y en a un petit peu, mais voilà. Et puis par ailleurs, ben, moi je suis un homme et on va dire que déjà me mettre dans la peau d'un consommateur, de crack, déjà, il y avait un exercice. Heu, voilà, le curseur me paraissait un petit peu, c'était un peu trop loin pour moi. On va dire que la seule femme, qui est évoquée et je me rends compte en le disant que c'est vraiment extrêmement caricatural, c'est, bah, l'ancienne, femme en fait, du protagoniste, qui croit apercevoir à un moment et ça fait aussi partie de l'intrigue et qui est un peu, révélatrice de son passé, quoi. Enfin voilà, parce qu'à un moment, on se confronte quand même un petit peu plus, directement au passé de ce personnage qui permet peut-être aussi un petit peu mieux de se connecter avec lui et de se dire: «Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, ça peut vraiment arriver à tout le monde, ce type de renversement de vie». Et voilà, elle est un peu l'incarnation aussi d'un passé beaucoup plus, bah, heureux en fait de ce personnage-là qui a eu une vie, ma foi, complètement normale, avant, d'être dans une vie, d'errance, comme beaucoup de gens, hein, qui sont à la rue, pas toutes et tous, hein, mais en tout cas, il y a des gens qui juste ont eu des vies, comme vous et moi, voilà. Et qui, à un moment, suite à un drame, un accident de vie, comme on le dit, qui ont basculé dans d'autres choses et dans des réalités beaucoup moins, confortables, on va dire. Et Laurence, il voudrait savoir comment on sort de l'écriture d'un livre pareil. Est-ce que ça change des choses ou on repart dans sa vie bien rangée? Écoutez, quand je vois le tram, je pense parfois à mon personnage et effectivement, quand je regarde, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que quand on écrit des romans, heu, on invente vraiment des personnages. C'est vraiment ça, quoi. Tu inventes des gens. Ils n'existaient pas avant et alors c'est un peu particulier parce que moi, ce personnage, je le visualise pas dans ma tête. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, non, non, c'est une entité, je sais pas trop. J'ai Une l'en ombre quasiment, quoi. Je sais pas à quoi il ressemble. J'ai une vague idée, mais j'arriverai même pas à le poser sur un papier. Je sais pas trop. En tout cas, non, on en ressort plutôt content parce que, moi, c'est des sujets qui me touchent parce que j'ai vécu, pendant, pas mal d'années, à proximité de la gare du Nord à Paris, et qui est, accolée enfin moi j'étais dans un logement où j'étais rez-de-chaussée côté rue, juste devant l'hôpital Lariboisière, qui est un hôpital Oui, important dans le 10e arrondissement à Paris et à côté de l'hôpital Lariboisière a été lancée, il y a une petite quinzaine d'années, une salle que les riverains appelaient la salle de shoot. AKA salle de consommation à moindre risque. Alors elle porte un autre nom cette salle, elle a changé ces derniers temps, je me rappelle plus, je l'ai mis dans le bouquin, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle a changé, je crois, il y a 1 an de nom. Et en gros, c'est une salle qui permet à des, usagers de drogue dure, de pouvoir consommer ces drogues dures de manière tout à fait, sécuritaire. Hein, parce qu'il faut savoir aussi que ce qui est dangereux quand on est dans ces situations-là, c'est qu'on peut, bah, fumer ou se piquer avec des produits qui ont été utilisés par d'autres, qui peuvent être d'autres personnes qui peuvent être porteuses tout un tas de maladies, du VIH par exemple. Enfin voilà, évidemment des aiguilles peuvent transmettre assez facilement ces trucs-là. Et bon bref, moi j'étais dans la rue en gros, qui était juste devant cette salle de consommation à moindre risque, et devant mon appartement, j'avais parfois 20 personnes qui oui. faisaient la queue pour ça. Soit ils faisaient la queue, soit ils étaient sortis de la queue, ou c'était des dealers, des consommateurs, voilà. Tout cette atmosphère-là. Et moi, j'ai été confronté à ces problématiques-là pour la première fois à ce moment-là de ma vie. Donc, ça fait une quinzaine d'années. Donc, en gros, ça fait un moment que ce texte est dans ma tête. Et c'est une époque durant laquelle j'ai pris beaucoup de notes parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas. Là, je donne l'impression de connaître le truc, mais c'est juste que je m'y suis beaucoup intéressé et que j'ai vécu dans un environnement comme ça. Sinon, en fait, un Parisien moyen,
il peut pas vraiment s'y intéresser parce qu'il voit juste passer de temps en temps quelqu'un où il se dit: «Ouh là là, bon, je vais changer de trottoir ou je vais partir dans l'autre drame» et en fait, tu peux pas trop t'y intéresser. C'est vachement compliqué à comprendre, en fait. Il y a toute une économie parallèle, tout un truc, un langage, des produits. J'en emploie pas mal, même des termes. Je parle de galettes, de doses, de trucs. Quand tu es pas là-dedans, tu peux pas connaître et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à ce sujet à partir du moment, où j'étais à Gare du Nord et dans cet appartement. En fait, j'étais si près des gens que quand j'ouvrais, ma fenêtre, qui était Il quand y avait même la matière pour juste écrire. je les entendais en fait, les gens et je les entendais en fait dans la dangerosité de ce que ça peut évoquer, mais aussi dans l'aspect vraiment super neutre et super normal en fait. C'est que, beh, quand vous consommez des drogues dures, et que vous êtes sans abri, beh, vous parlez pas toujours, en fait, du fait que vous êtes sans abri et que vous consommez des drogues dures. Vous parlez aussi, de politique, de société, de meufs, de foot. Enfin, non, mais je veux dire, Oui, oui, c'est normal, oui, oui, oui. ça C'est paraît complètement logique, bête ça paraît quand on logique. le dit, ça paraît voilà, mais je voulais aussi dire ça dans ce texte-là, que parfois juste, bah, enfin, voilà, à un moment, le personnage, essaie de se caler dans un bar, bah, pour regarder un match de foot, en fait. Juste parce qu'avant, il regardait des matchs de foot et que là, il y a un match, bon, bah, il veut regarder, en fait. Enfin, voilà, même si son objectif premier, c'est de trouver, une dose pour remonter parce qu'il espère, en gros, aller mieux en faisant ça, mais comme il espérera 10 minutes plus tard, en fait, une fois après avoir consommé, parce que c'est le drame de cette drogue, en fait, qu'on doit vraiment consommer souvent, en fait, pour rester dans cette énergie-là. Mais à la base, c'est un gars normal et en fait, ça peut encore être un gars normal, en fait, dans certains moments et puis même, c'est pas parce qu'il est consommateur de crack que c'est pas un gars normal, quoi. C'est juste qu'il est et je désolé pour l'emploi de ces mots-là, mais c'est qu'actuellement, il est dans la merde et qu'il Mmh. essaye de trouver une manière de s'en sortir. Mais on essaie tous, en fait, à des moments, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Voilà. Alors, il y a une question aussi qui est arrivée, mais j'ai pas de prénom. C'est, quand on est journaliste, pourquoi choisir d'écrire des romans? Ouais, c'est une bonne question. Merci à madame monsieur, madame son nom de l'avoir posée. Ouais, c'est une bonne question. Je me suis posé, hein, la question d'essayer d'écrire un un truc vraiment un peu plus, journalistique, mais c'est le roman qui m'est venu parce que, moi, on va dire que même quand je fais du journalisme, bah, j'aime bien les mots, j'aime bien, écrire des ch voilà, j'aime bien, en fait, l'énergie que peut procurer un roman, et je me voyais pas me lancer dans une enquête, avec des chercheurs, des médecins, des in une rafale d'interviews. L'énergie, en fait, qui m'est arrivée, c'est de me mettre dans la peau, d'un personnage qui raconte même pas son expérience, parce qu'il raconte pas vraiment son expérience, mais voilà, une espèce d'immersion comme ça, et de passer par le roman pour le faire. Et je pense par ailleurs que c'est plus facile à faire, qu'une enquête journalistique. En tout cas, pour moi, c'était plus simple. Voilà, c'est ce qui m'est venu de manière assez naturelle. Et il lit quoi, Bastien Stizy, en règle générale? Plein de choses, tout ce qui me tombe sous la main, beaucoup d'essais, je dois dire, un petit côté intello quand même. Heu, voilà, bah, là, on parlait de Bizot, là, justement, il y a un bouquin, de, l'ex-femme de Jean-François Bizot qui vient de paraître, bah, là, je viens de lire ça. Là, devant moi, j'ai un petit texte de quelqu'un qui s'appelle Lorraine Marx, qui s'appelle «Le portrait de Rita», qui est une grande figure, queer, Lorraine Marx, que je vais lire. Excusez-moi. Là, j'ai un texte sur les prisons, qui s'appelle «Manifeste pour l'accès à la culture dans les prisons» de quelqu'un qui s'appelle Mouloud Mansouri. C'est un tout petit truc qui a Mmh. été édité. Mais voilà, je lis beaucoup de choses de ce genre. Et des romans? En Heu, roman? En roman, je suis un énorme fan, c'est très caricatural, d'Albert Camus, voilà. Je pense qu'un jour j'aurai, sa photo accrochée à la maison, vraiment comme un vrai bobo, quoi. Mais non, voilà, c'est une littérature qui me touche énormément et sinon, franchement, je lis de tout. Je suis un grand fan, j'ai lu tout ce qu'elle a fait, bah, de Virginie Despentes, quoi, dont l'écriture me parle, énormément et je pense que c'est la première autrice que j'ai lue où je me suis dit: «Oh mon Dieu, c'est trop bien». Tout ce qu'elle raconte, enfin, tout me parle, en fait, c'est super. Dans un truc plus underground, même si en vrai, Despentes, c'est l'underground qui a marché, mais il y a un gars, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle, Johan ou Johan, je ne sais pas, Zarka, voilà. Évidemment, Voilà, le qui mec de l'underground. Moi, je le connais très, très bien. c'est vrai, bah, voilà, bah, lui Un type ami écrit. à moi. Ah bon, C'est étonnant, mais oui, je le connais très bien bah, et ça doit être une bonne soirée. ouais, c'est génial ce qu'il écrit. Au Et bah, début, lui je m'a ne savais pas permis davantage qui c'était et puis finalement, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai vu, j'ai dit:
Pas un choc, mais effectivement, moi j'imaginais quelqu'un de hyper avec des cicatrices partout, un truc bad boy, mais en fait pas du tout, Je crois. pas du tout. Et lui, c'est le gars qui m'a permis de me dire que c'était possible d'écrire sur quelque chose de très, 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 très alternatif, qu'on avait le droit de faire ça. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on se lance dans l'écriture. Bah, je sais pas ce que tu en penses, Marc, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont confrontés à ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression, quand on commence à écrire, bah déjà, enfin moi je viens pas de ce milieu-là, quoi. Déjà, pour se dire je vais écrire des trucs, déjà, il faut dépasser un certain nombre de stades. Et en plus, on se dit qu'on n'a pas le droit d'écrire là-dessus. Enfin, vous voyez, moi, les premiers trucs que j'ai écrits de manière un peu sérieuse, on va dire, c'était des poèmes en alexandrin, quoi. Ah Enfin, oui, je veux oui. dire, et j'adorais ça, et j'adorais l'exercice. Et je pense que ma petite musicalité vient de là, en fait. J'écrivais des poèmes en alexandrin sur les métros de Paris, quoi. Voilà. Donc, il se passait déjà dans le métro, il y avait un truc déjà très. Voilà. Marc, il faut le Donc, brancher avec Souleymane, il va parler en Oui, alexandrin oui, avec oui, oui, Souleymane. oui. ça m'a beaucoup parlé, le bouquin de Suleiman que j'ai lu. Mais voilà, je prends cet exemple pour dire que écriture en alexandrin, enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus classique, quoi. Enfin, mais parce qu'en fait, je ne me sentais pas autorisé à me dire, ok, j'ai une page blanche, bah, c'est parti, je vais montrer qui je suis. Il faut quand même un certain ego et une certaine confiance en soi pour en arriver là. Et c'est pas simple. Et des personnes comme Zarka ou Despentes, enfin, moi, m'ont vachement permis de me libérer aussi en se disant, ah ouais, on a le droit d'écrire sur des putes, des clochards et je cite Despentes, hein. Voilà, et d'autres trucs vraiment beaucoup plus qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans la littérature classique. Enfin, on n'est pas tous capables de faire du Flaubert, quoi. En tout cas, moi, mon conseil de lecture, c'est Fumeur de cierge. Vraiment, allez-y, parce que vous allez voir, vous allez vivre une expérience, j'ai envie de dire expérience, mais positive, et c'est lumineux. Parce que vous allez découvrir une écriture que je pense que vous n'avez jamais vue, qui change, qui a un rythme, qui est puissante, qui est à la fois sensible, poétique, il y a tout dedans. Donc voilà. En tout cas, là, ça va faire 1 heure qu'on parle ensemble, on va arriver à la fin de l'émission. Moi, je voulais vraiment remercier Marc de m'avoir envoyé Fumeur de cierge, parce que vraiment, j'ai découvert un auteur. Et j'espère que les gens vont aller. D'ailleurs, si vous avez vraiment envie de l'acheter ce soir, vous allez sur un endroit où aller. Il y a un site, vous serez redirigé vers les librairies indépendantes. Ça, c'est super important. Et vous pourrez acheter. Sinon, demain, allez en librairie. Et n'hésitez pas à demander à votre libraire de commander les livres des éditions Multiculti parce que franchement, ça vaut le détour. En tout cas, un grand merci, Bastien, d'avoir été avec moi ce soir pour parler de Bah fou. non, non, bah non, c'est moi qui remercie. Enfin, non, vraiment, passer 1 heure en entretien pour parler de son travail, franchement, il y a pire hein, comme soirée. Donc, Oui, vraiment, il y a pire. ouais, 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 C'est non, non, vrai. non, vraiment, merci, merci beaucoup. Puis merci aussi pour la qualité des questions et pour le sérieux de la lecture et puis pour tous ces mots dont je vais me souvenir quand j'aurai un Mais coup oui. de blues. Vivement Donc, le troisième roman. Et en tout cas, allez sympa, dans le même genre. Il sera euh, dans le même. ouais. Allez sur le site Multiculti, allez découvrir tous les auteurs et vous allez voir toutes les rencontres puisque tous les auteurs de Multiculti sont passés chez nous dans les rencontres, un endroit où aller. Encore un grand merci Marc d'avoir été là et Merci à toi. parler dans sa globalité des éditions Multiculti. Je vous souhaite à tous les deux une très belle soirée et belle vie à Fumeur de Cierge. À bientôt. À bientôt.